Toujours ravi de vous retrouver depuis le Onomo Hotel dans le cadre de Au Féminin sur Gabon Première. Thème choisi, la femme de mon père, maman ou marâtre. Ce mot qui vient du latin tardif masrada, dont la signification passa très vite de deuxième femme à mauvaise femme, si bien qu'au XVIe siècle, en quête d'un terme neutre, se mit à appeler cette dernière belle-mère. Pour confirmer ou infirmer ces propos, je vais de ce pas vous présenter nos invités du jour. Tout d'abord, notre relique nationale. Elle est communicatrice traditionnelle et présidente de l'identité culturelle africaine, en abrégé l'ICA. Madame Melviva Benga Bengon est avec nous aujourd'hui. Également avec nous, celle qui a toujours rêvé de travailler dans la sphère audiovisuelle et qui, petit à petit, y est parvenue, Madame Christelle Bessala. Elle est psychologue du développement et de l'éducation, psychothérapeute. Pas en reste ce visage qui ne vous est pas inconnu parce que très connu dans la sphère des enfants. Madame Priska Aleka, épouse Nyundu, elle est avant toute chose enseignante mais également présentatrice des émissions radio-télévision. Et puis celle qui est connue pour ses descentes de terrain tonitruantes, Madame Linda Bongo Ndimba est avec nous. Elle est magistrat et fervente défenseur des droits des femmes, des enfants vulnérables, mais également des veuves et des orphelins. Elle est par ailleurs directrice des affaires sociales, de la protection de l'enfance et l'assistance judiciaire au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Et voilà, le décor étant planté, mes invités sont également bien installés et je vous souhaite, mesdames, soyez les bienvenues dans Au Féminin. Merci beaucoup. Mais elles sont là comme dans une classe. Je dis soyez les bienvenues et puis elles me regardent. Je pense que c'est parce qu'on est émerveillés d'être avec vous et ça nous fait du bien d'être là. Et vraiment merci pour votre invitation et dans ce magnifique plateau. J'aime encore, parce que là, ça me donne l'impression de parler seule à la Ah limite. non, ne pas, on va beaucoup parler. Moi, j'ai hâte pour Tu as hâte de bébé, d'accord. Alors, on y va. Alors, pour les habitués du plateau, et la personne va se reconnaître, il est de coutume de commencer par des compléments d'information sur vos profils respectifs. Et si on commençait justement comme vous, vous êtes très bien, vous êtes contente d'être des nôtres, vous allez me le prouver en me dévoilant un peu plus de choses sur qui est Madame Christelle Bessala. Alors, Madame Christelle Bessala, c'est celle-là qui aime bien sourire. C'est vrai qu'au départ, vous l'avez si bien dit, il y a un psychologue, aussi psychothérapeute. Et c'est quoi être psychothérapeute? C'est justement cet individu qui a la capacité de pouvoir traiter la pathologie d'un individu. Et ma particularité aujourd'hui, c'est vraiment en fait des enfants vivant avec des difficultés, tels que les autistes, les IMC, etc., de permettre à ces enfants justement d'être dans une situation de réinsertion. Parce que le plus souvent, ce sont des individus qui sont mis à l'écart. Aujourd'hui, ils ont cette capacité d'être dans les écoles inclusives. Et ça, c'est ce que j'ai en plus en complément. Aussi, la particularité de ce que les psys ne font pas, d'aller en situation de maison. Et cette situation de maison aujourd'hui, on fait les thérapies à la maison. Au lieu de venir dans un cabinet, moi, je vais vers le client pour permettre justement à ces clients de se sentir dans leur environnement. Et là, après étude, on comprend justement qu'il y a cette particularité que les situations de vie reprennent à la normale parce qu'on voit effectivement ce qu'on ne peut pas voir dans un cabinet. On voit les réalités, on voit les vécus, on voit les comportements. Et à cette condition, les comportements sont modifiés parce que c'est ça l'objectif du psychologue, de pouvoir réguler quand un comportement est néfaste ou encore de pouvoir éviter que le comportement y arrive quand le comportement n'est pas encore arrivé. Donc c'est ce que je peux justement ajuster ce que la psychologue Christelle Bessala que je suis. Et vous avez une face cachée, mais pas si cachée que ça. Vous affectionnez les médias audiovisuels. Ah oui, c'est on va dire quoi, c'est un aspect peut-être que je ne savais même pas de moi-même. Je pense que ça a été révélé au grand jour et j'adore.
J'adore pourquoi? J'adore parce que j'adore transmettre de la bonne humeur. J'adore transmettre le bien-être et j'affectionne énormément. Et ce qui fait pour moi, c'est un quotidien. J'aime ça, j'aime être là, j'aime donner de la joie aux autres. Et vraiment, merci de pouvoir encore à nouveau me permettre d'exprimer cette joie d'être sur votre plateau. Et ça, j'en suis très ravie. Aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions, mais je sais que demain, vous pourrez m'en poser aussi. Pas de souci. Et je vais me tourner vers Priska Aleka, épouse Nyundu, Ça. un visage connu des médias. Des mais ce enfants. qu'on ignore, c'est que vous êtes enseignante de formation. Oui, beaucoup l'ignorent. Je suis enseignante de formation. Je m'occupe de la présentation des émissions pour enfants sur Gabon Première. Je suis la présentatrice des avis et communiqués sur Radio Gabon. Je suis responsable de l'association Levons le tabou chez l'enfant, une association qui lutte contre les attouchements à caractère sexuel chez l'enfant. On passe dans des écoles pour expliquer aux enfants de la section 5 ans jusqu'en classe de 5e année que les attouchements, les jeux avec les adultes souvent ne sont pas bien, mais avec des mots appropriés à leurs âges. Voilà. Mais vous avez été speakerine aussi. Hein? J'ai été speakerine dans les oui, années. n'était pas comme ça. Oui, hein? oui, j'étais pas comme ça. J'étais Oui. plus petite, mais avec les À l'époque maternités. de la RTG. Oui, RTG 1 à l'époque. Je vais saluer M. Paul Badinga Matiendi au passage. J'étais speakerine à l'époque et puis après, quelqu'un comme ça a vu en moi, mais toi tu vas rester dans le monde des enfants. Et je suis dans le monde des enfants depuis, on va dire, une vingtaine d'années, je suis là. Et aujourd'hui, elle est très connue sous le nom de Tantine. Tantine Priska. Tantine Priska. C'est moi. Alors, notre relique nationale, moi je l'appelle ainsi, Madame Melviva Benga Bengon. Vous voyez, je bute un peu sur ce nom, ce prénom sacré, parce qu'elle va nous l'expliquer. En dehors d'être communicatrice traditionnelle et présidente de l'identité culturelle africaine, qu'est-ce que Madame Benga a envie de nous dévoiler aujourd'hui? Peut-être qu'il y a eu un complément d'information sur votre itinéraire. Effectivement, parce que rien n'est statique, tout évolue. Madame Benga aussi évolue. Je suis au départ quelqu'un qu'on a formé, que mes ancêtres ont formé pour le futur africain. Donc au niveau physique, j'ai plein de diplômes. J'ai un diplôme en droit, en économie, je suis scientifique, je suis toxicologue, l'environnement. En tout cas, je ne peux pas, j'ai été formée ici et avec des stages aussi. Mais au départ, quand même, je suis assistant d'université, école des ingénieurs. Donc, Madame Benga, du côté spirituel, j'ai aussi plein de diplômes. Parce que là-bas aussi, on fait des passages diplômants. Je parle d'avenir, je lis la personne. Parce que ce sont des sciences de demain. Vous lisez la personne. Ah oui. Donc là où je suis en face de vous, là, vous êtes en train de me lire. L'homme est une lecture et une écriture vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que vous posez montrent qui vous êtes. Hein? Et on sait, en étant dans la communication, l'œil est fait pour voir le beau. Vous ne devez pas choquer quand vous êtes dans la communication. Et merci de nous avoir donné cette image, Madame Mira. On aime bien vous regarder. Voilà, elle vient de me lire, vous avez vu, mais elle ne va pas tout vous dire aujourd'hui. Alors je vais terminer par Madame Linda Bongo Ndimba, la fervente défenseur des droits des femmes, des enfants. Et je sais que vous êtes devenue magistrat en 2007, mais encore. Je suis devenue magistrat en 2007, j'avais plein de rêves quand je deviens magistrat. Je veux combattre l'injustice, je me prends pour une super-héroïne, et puis c'est la désillusion quand j'arrive. Parce que la magistrature, c'est une maison de conventions, d'us et coutumes vieilles et bornées, et étriquées. On ne fait pas ça. Le juge ne doit pas montrer ses émotions, le juge doit être distant. Le juge doit être impartial, on ne doit pas savoir ce que le juge pense. C'était comme si c'était une élite en fait. Alors que moi, je voulais être proche
de la population. Je voulais me nourrir des problèmes de la population et trouver des problèmes en fait. Donc tout de suite, mon approche est stigmatisée. Donc tous mes supérieurs me mettent un peu à l'écart. Elle est trop émotive, elle est trop chaude. J'étais juste trop à chaque fois. Donc du coup, on m'a mis dans la chambre matrimoniale. La chambre des divorces, on dit bon, reste là-bas. Donc on m'a refusé les chambres dites prestigieuses, hein, comme la chambre commerciale, la chambre civile. Vous canalisez peut-être votre énergie? Non, parce que ce sont des chambres où ce sont comme je dis au tribunal, ce sont des chambres prestigieuses, puisque ce sont des chambres qui traitent des gros montants. Des sociétés qui doivent de l'argent d'autres sociétés. Le litige civil et commercial est très important. Donc on m'a mis au matrimonial, au social, au correctionnel. C'est-à-dire que c'est la souffrance là-bas. Hein. C'est des personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas de boulot, qui veulent qu'on les restitue leurs fonds, qui viennent pour licenciement abusif. Et puis il y avait les divorces. Donc je faisais les divorces tous les jours. Pendant 10 ans, je n'ai fait que ça. Divorce, contentieux social, droit correctionnel. Et un jour, je ne sais pas où je me trouvais, à une conférence, on me pose une question. Parce que pour moi, j'étais un piètre juge. Hein. On m'avait tellement dit ça que tu es un juge médiocre, tu ne rentres pas dans l'esthétique du magistrat conventionnel. Donc, ça, c'est le regard extérieur. Oui, c'est ça que les gens me disaient. Mais vous ne vous considériez pas comme ça. J'avais fini par croire que c'était vrai. Donc pour moi, je suis un juge médiocre, je ne sais rien. C'est mon nom qui a tout fait. C'est-à-dire que même j'avais oublié que moi j'ai passé mes examens. C'est que tellement les gens vous disent quelque chose, vous matraquent pendant des années, vous finissez par le croire. Même si tout vous dit le contraire, vous finissez par le croire. Et là, je me retrouve à une conférence. On me pose une question et puis boum, ça sort. Boum, boum. C'est là où je sais tout. Je dis, donc je sais tout ça. Et c'est à partir de là que quelque chose se réveille en plus. Et puis j'ai rencontré des cas où des femmes sont vraiment spoliées. Et je me rends compte que les femmes ne connaissent pas leurs droits. C'est un cas que je raconte souvent pour expliquer à quel moment... Vous avez sorti un chiffre même en disant 90% de femmes ne connaissaient pas leurs droits. Je vous donne un exemple. Le cas qui m'a fait quand même me dire qu'il faut quand même que je fasse quelque chose. C'était une dame qui était mariée depuis près de 10 ans, qui avait 4 enfants au mot d'escalier là. Elle était enceinte, elle en avait encore un qui était bébé, elle en avait un qui était là, vraiment en escalier. 4, 5 comme ça. Et le monsieur l'avait dit, va chez tes parents. Quand je vais me calmer, je vais venir te chercher. Donc elle avait attendu et il a fait constater l'abandon de foyer conjugal. Et sous la base de cet abandon de foyer, de ce PV d'abandon de foyer conjugal, il avait obtenu le divorce. Donc la dame, elle réalise que le prononcé du divorce est sorti, elle a perdu la garde des enfants, elle a perdu la jouissance de domicile conjugal, elle se retrouve à la rue sans rien et le divorce a été prononcé à cet ordre exclusif. Donc elle revient se plaindre. Madame et tout ça. Donc au début je suis froide puisqu'on nous a éduqués à être froid, à être insensible, à ne pas laisser la détresse des justiciables nous atteindre. Et elle pleure tellement que bon, ma nature rejaillit. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit mais c'est lui qui m'a demandé d'aller chez mes parents, c'est lui qui m'a chassée. Je n'ai jamais quitté le domicile, c'est lui qui a tout fait. Je dis mais madame, il y a le PV qui dit que vous avez abandonné le foyer conjugal. Le droit n'est pas sentimental, il est technique. Et là vous voyez comment elle s'effondre. Elle pleure et dit, mais mes enfants, comment on a pu donner la garde d'un bébé à mon mari? Il passe son temps à sortir, il n'est jamais au domicile, il passe son temps à boire, il va garder les enfants comment? Mais comme elle avait déjà perdu le procès, j'ai dit, et vous pouvez faire appel. Mais elle était forclose, elle avait dépassé les délais, donc elle ne pouvait même pas faire appel. J'ai dit, mais madame, vous ne connaissez pas vos droits, vous n'avez jamais lu un code? Parce que pour nous, magistrats, c'est évident. On pense que ça va de soi, oui, tout le monde est informé. Et là, quand je me rends compte que non, elle ne savait même pas que on n'a pas le droit de quitter le domicile comme ça, que c'était un piège, qu'une fois que la décision est sortie et que vous n'avez pas resté le délai pour faire appel, c'est trop tard. Et là, mais moi, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait très mal de la voir dans cet état. À partir de là, je me suis dit, mais combien de femmes sont dans cet état? Combien de femmes ne connaissent pas les pièges de la loi? Et c'est là où j'ai voulu maintenant commencer à vulgariser le droit en expliquant ça sur ma page Facebook. Et là, tous mes collègues me sont tombés dessus, ma hiérarchie. Mais j'ai tenu bon parce que je trouvais plus de satisfaction. Parce que je voyais des femmes qui m'écrivaient, qui disaient « Mon Dieu, madame, grâce à vous, grâce à vous ». Un sentiment du devoir accompli. Donc je prenais plus de plaisir là qu'au tribunal où tout le monde est guindé, on se prend au sérieux avec sa toge et tout ça. On me prête serment pour aider les gens.
On ne prête pas serment pour avoir le pouvoir d'être magistrat et se dire je suis un haut cadre. Pour moi, la magistrature, c'est un sacerdoce. Mais est-ce que ce sont des idées reçues ou bien c'est incompatible avec votre métier? C'est-à-dire, on vous oblige, vous êtes tenu de rester réservé? Ou bien quand vous avez une page, est-ce que c'est permis? Vous êtes, ou bien vous êtes hors la loi? Le magistrat a un droit de réserve. C'est vrai, le magistrat a un droit de réserve. Mais on nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui prend la peine d'enseigner cette loi? On nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais qui prend la peine d'enseigner cette loi aux gens? Beaucoup de gens succombent dans leur procédure judiciaire parce qu'il n'y a aucune plateforme qui enseigne la loi aux gens. Donc je me suis sacrifiée. Je vois ça comme ça. Mais nous, on a plaisir à vous avoir sur les plateaux. On a plaisir à vous suivre. Alors, parce qu'en général, vous nous dites tout sans prendre des gants. Et tout à fait. On a besoin de ça. Alors, il faut mesdames, de tout pour faire un monde. Hein? Mais bien sûr. Et là, nous sommes un beau mélange. Madame Benga, la tradition, le psychologue, la loi, et puis un témoignage qui nous sera présenté sous peu. Alors, petite curiosité, puisque le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la femme de mon père, maman ou marâtre. Dans vos cas respectifs, et là je vais me tourner à nouveau vers Madame Bessala, si vous étiez donné, je ne sais pas si vous l'avez vécu, d'avoir une belle-mère, comment l'appelleriez-vous? Maman ou marâtre? Alors moi j'en ai eu plusieurs belles-mères. Hein. Donc vous voyez déjà, on va dire la chronologie. Donc ce qui fait qu'à cette époque-là, moi je ne vais pas appeler ces dames maman. Ça veut dire déjà que quand on essaye de... C'est peut-être pour ça que je suis allée faire un peu de psychologie. On rentre un peu dans le même témoignage que Linda tout à l'heure, qui disait en fait, il y a vraiment ce droit de réserve que le psy est censé avoir avec les patients. Donc ce qui fait que moi, je n'ai eu que des marâtres, pas de maman. Et j'ai compris finalement, c'est parce que ce n'étaient pas des belles personnes. Parce qu'il faut être une belle personne pour être une bonne maman. Parce que c'est peut-être là, dans le débat, on va pouvoir élucider. On va échanger. Je voulais avoir vraiment vos points de vue, vous prononcer, une manière de vous prononcer sur le thème qui nous intéresse. Priska Aleka, vous l'appelleriez comment? Moi, personnellement, j'appellerais ces dames maman. Parce que comme Madame Bessala dit, ça dépend. Parce que quand on tombe sur de mauvaises mamans, on a du mal à dire maman. Mais quand on tombe sur des mamans qui ont du cœur, facilement, le mot maman sort. Et moi, je dis la femme de papa. En ce qui me concerne, je l'appellerai sans hésiter maman. Voilà. C'est mon point de vue. Madame Benga Bengon, je sais que... L'éducation, déjà, une femme qui a un certain âge, comme je suis, ne m'appelez pas Madame Benga, je suis maman. Parce que je peux, on ne sait à quel moment, jouer le rôle que votre maman n'a pas pu faire. Donc, du coup, on acquiert ce statut de maman. Et au niveau traditionnel, toute femme qui a fermé la porte avec votre père est votre maman. On ne réfléchit pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous l'appelez maman. Et peut-être derrière, vous allez dire à la femme de papa, mais devant elle, vous l'appelez maman. C'est la convention traditionnelle. Linda Bongo. Madame Benga, du moment que quelqu'un a vu la dignité de votre père, c'est votre mère. Moi, j'appelle maman, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est par le respect. Et je crois surtout qu'il faut donner ce qu'on veut avoir. Il faut semer ce qu'on veut recevoir. Que la personne soit bonne ou mauvaise, moi, je n'aimerais pas avoir des enfants dans ma maison qui ne m'appellent pas maman. Non, je veux appeler maman, et surtout petite ou grande, moyenne. Du moment qu'elle a vu ce que moi je n'ai pas vu, qu'elle est avec mon père, je vais l'appeler maman. Alors elles sont unanimes hein, sur ce plateau, elles appelleraient la femme de leur père maman. Non. Et vous à la maison, continuez à débattre. Et nous allons passer maintenant au témoignage, parce que la femme de mon père, maman Oumarat, nous avons Madame Yundou, qui elle a joué ce rôle-là, elle va nous faire ce témoignage. Elle a vécu. Je sais que tout a commencé où on vous a soufflé par une rumeur, en disant que votre mari serait le papa, mais tenez-vous bien, de son ami d'enfance. D'école primaire. Donc, je peux? Oui, mais nous sommes tout de suite là. Nous sommes tout de suite. Je comprends là.
Donc, à l'école primaire, j'ai eu la chance de rencontrer mon époux, j'embrasse. Et donc, en étant avec mon époux... Non, pas à l'école primaire, je parle Vous de... étiez encore au collège? Voilà. Donc, quand je rencontre... Parce qu'à l'école primaire, vous avez quoi? 6 ans, 7 ans? 7 ans. Donc, quand je rencontre mon époux, et puis on va en vacances on va dire, Lambaréné. Donc, j'arrive à Lambaréné, et puis j'ai dit, mais non, j'avais une amie là, vraiment... Je cherche ma camarade de classe avec laquelle j'ai fait le CP1, CP2 jusqu'au C1. À l'époque, on disait C1, C2. Donc, comme tout homme, hein, il fait fi, bon, parle et puis moi, je n'écoute pas. Et puis, un bon samedi, c'est sa nièce qui me dit, mais tiens, maman Prisca, mais est-ce que tu connais la maman de, je vais l'appeler Mado? Est-ce que tu connais la maman de Mado? La circonstance. Voilà. Est-ce que tu connais la maman de Mado? Je dis non. Si, tu la connais très bien. Parce que maman m'a dit que vous avez appris ensemble. J'ai dit, c'est qui? Elle me dit, non, mais c'est X. J'ai dit, ah non, j'attends donc le bon monsieur le soir. J'ai dit, mais chérie, écoute, donc tu as fait l'enfant avec X? Il dit, comme tout mari, hein, qui te l'a dit. Je dis, mais si, dis-moi la vérité. Ah non, moi je veux mon enfant, il ne veut pas. Je lui donne-moi son numéro. Ça, c'est ma soeur. Et puis il dit, non, donne-moi son numéro. Donc il me passe le numéro de la dame. Et j'appelle la dame. Allô, Vibou, c'est qui? Je dis, c'est Prisca. Oh, ça va ma soeur, mais ça fait longtemps. Je dis, mais tiens, ça tombe bien, je t'appelle parce que le papa de ta fille, c'est mon époux. Je dis, quoi? Non, celui-là. Vous savez, une femme qui est fâchée envers un homme, alors elle aligne tous les qualificatifs à cet homme-là. Il est comme ça, voilà les raisons pour lesquelles je ne veux pas donner ma fille. Mais comme c'est toi, je vais te remettre ma fille. D'accord? Je vais prendre l'enfant comme une bonne maman, comme une bonne épouse. Je prends l'enfant j'ai 7 ans, 8 ans. Je récupère l'enfant. Ça commence bien à la maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 6 mois, ça commence. Et puis je constate que l'enfant devient triste, abattu. Et là, je me rapproche. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Non, moi, je veux retourner chez maman. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme tu apprends, les jours ordinaires, tu seras à la maison. Et les week-ends, tu vas partir chez maman. Alors, les week-ends, on a commencé 1 week-end, 2, 3. Et là, c'est ma maman qui me fait la remarque en disant, mais où est ma copine? J'ai dit à maman, mais ta copine est partie chez sa maman. Maman dit, attention, quand ça commence comme ça va créer de la tornade dans ton foyer. Je dis, ah non, c'est ma soeur, c'est ma copine. Alors là, l'enfant revient, ça a commencé après 2 mois. Quand l'enfant revient, je commence, Mado, c'est plus maman, on ne répond plus maman. Avant, c'était Mado, oui maman, Mado, oui maman, c'était Mado, oui, Mado, oui. Et puis j'écoute la conversation avec mon fils. Mon fils dit, mais c'est maman qui t'appelle, il faut dire maman. Pourquoi je vais dire maman, c'est pas ma mère? Et puis maman m'a dit qu'elle est à l'origine de la séparation avec papa. Ok. Donc je tombe des nues, je dis, mais attends, j'appelle l'enfant, je dis, c'est quoi Mado, tu as un problème? Tu me dis, non. Et c'était vraiment, ça devenait infernal. Si le papa m'achète une crème, la petite veut la même crème. Si papa m'a acheté une paire de babouches, la petite veut la même paire de babouches. C'était, si le père me dit, chérie, je t'apporte quoi? Après, il sort, papa, moi aussi je veux ça. Mais non, c'était maintenant une concurrence. Une concurrence comme une rivale dans la maison. Je suis avec le père, si on est assis, si on veut jouer un peu aux chéris, aux amoureux. Mais la petite, elle vient se mettre au milieu, elle commence, papa. Et puis à un moment, je dis, bon, c'est bon. Quand elle est partie chez sa mère, alors elle a raconté à sa mère tout ce qu'elle a voulu raconter. Et comme disait Linda, c'est souvent ces moments qui instrumentalisent les enfants et qui font en sorte que notre amour se transforme notre cœur se transforme en méfiance. Ouais. En méfiance, en pierre de caillou, mais vraiment, bon, c'est un peu ça. On commence à se fermer et du coup... à ne même plus avoir le plaisir de voir l'enfant. À ne même plus avoir le plaisir de voir l'enfant. Et du coup, bon, on prend ça avec beaucoup de sagesse et puis... c'est bon, hein, on prend sa dose et puis chacun s'occupe de son enfant. C'est un peu ça. Mais c'est triste pour nous parce qu'on prend l'enfant avec beaucoup d'amour et après, c'est des petits larcins qu'on trouve dans la maison. Tu trouves l'enfant dans ta chambre et tu trouves l'enfant en train de fouiner tes sous-vêtements. Et puis, mais est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec votre ami d'enfance pour essayer de comprendre, au moins pour le bien de l'enfant? Ben oui, on essaie de rentrer en contact avec mon amie. Je suis rentrée en contact avec mon amie d'enfance, mais elle n'a pas, pour elle, je ne sais pas.
Elle n'a pas... La donne avait changé maintenant. La donne avait changé. C'était plus vraiment la sœur, c'était maintenant, j'avais en face de moi la rivale. J'avais en face de moi la Elle a rivale. dit quelque chose de très important. Elle a dit, c'est à cause de vous que... Elle remet lui poser la l'enfant. question à quel moment moi je suis venue te séparer avec le père de ton enfant? Que j'étais même dans l'équation. Et c'est sûr que... Vous sortiez ensemble. C'est sûr que l'enfant est parti faire le décor, peut-être le décor, mais quand je suis là-bas, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, et puis nous sommes toutes des femmes. Peut-être la petite pilule réagit en disant que, attends, ce qu'elle devait avoir, c'est moi qui devais être là. Et puis tout d'un coup, le sentiment change, c'est plus ma soeur, c'est plus ma copine, c'est maintenant un rival, c'était maintenant, j'appelle, non, je n'ai pas envie de parler avec toi, je veux parler avec le père de l'enfant. Alors c'était comme ça. Alors, on va rester dans les témoignages avant que je vois Linda qui bouillonne déjà. C'est très Elle va- intéressant ce qu'elle dit. Pardon? C'est typique de ce que Ce je sont traite. des cas, voilà. C'est typique de ce que je Mais, traite dans mais mon on va livre. marquer pause chez vous là, le temps de recueillir aussi le témoignage de Madame Benga, parce que chacun reçoit des cas, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Peut-être nous compter, je ne sais pas si ce sont des cas similaires ou peut-être il y en a d'autres. Mais il y a des cas où la femme elle est bonne. La femme de mon père est une bonne maman. Il y a des cas où la femme de mon père n'est pas une bonne maman. Prenons le cas où la femme, bon, on ne va pas dire qu'elle est mauvaise maman. Prenons le cas où la femme de mon père est une bonne mère que vous avez reçu. Oui, le témoignage que j'ai reçu, c'est que elle est venue après la mort des enfants. Elle est venue après la mort de leur mère. Donc, ses enfants sont plus âgés que ses enfants. Mais elle en a fait 10 et les aînés n'étaient que 2. Là, d'après ce qu'elle m'aurait raconté, c'est que la fille, elle est plus diplomate, mais le garçon n'a pas pu digérer. Elle est restée dans son coin. Et pourtant, elle a tout fait pour être la bonne mère, la bonne femme de leur père. Mais le garçon n'a pas pu, au point où, au décès du père, ils se sont accaparés des biens, de certains biens. Alors, la pauvre, heureusement qu'elle était une femme dynamique, elle avait déjà, avec son mari, construit. Et les parents ont conseillé de ne pas... Beaucoup de choses n'arrivent pas au tribunal. Il faudrait le savoir. Donc, ça s'est fait à l'amiable. C'est elle qui a avalé, comme on dit, le fruit et tout le noyau, à cause des enfants. Il y a aussi des cas aussi où il y a une aussi, son père s'est remarié parce que sa première femme a fait une nombreuse famille et il voulait quelqu'un pour aider sa femme. Mais ça a été très dramatique parce que presque la moitié des enfants n'enfantent pas. Et quand ils sont partis chercher, il fallait on a trouvé que c'était la femme du père et ce sont eux qui l'ont accompagnée malgré On est allé chercher où? Mais ils sont partis. Vous savez, nous sommes africains. Nous savons lire l'avenir, on vous dit. On sait lire la personne. Et ils ont trouvé que c'était la femme de leur père qui avait fait tout ça pour que la moitié des enfants ne puissent pas enfanter. C'était la première qui l'avait fait ou la deuxième? Elle est venue en deuxième noce. Parce que le mari a voulu aider, parce que sa première femme avait fait 11 enfants. Et il voulait quelqu'un pour essayer d'aider sa première femme, et ça a tourné, comme on dit, au vinaigre. Et ce sont ces enfants-là. Leur mère était décédée avant, mais ils ont accompagné la belle-mère, même si elle était mauvaise, leur deuxième maman, jusqu'à la fin de ses jours, pour être fidèles à leur père. Alors là, nous avons 2 témoignages à la maison, vous avez suivi. On va marquer une pause parce que maintenant, c'est bien qu'on entende les spécialistes qui sont avec nous. D'un côté, nous avons une femme de loi, de l'autre, nous avons une psychologue. Au regard de ce qui vient de nous être conté, qu'est-ce qu'elles ont retenu
qu'est-ce qu'elles ont envie de donner comme conseil en tant que spécialistes. Petite pause et juste après, vous allez les entendre. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez au rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Et merci de nous rejoindre juste après cette courte pause, je dirais pas publicitaire, mais de vulgarisation d'une plateforme qui vous est dédiée. Si vous avez des annonces, si vous avez des communiqués, vous pouvez vous rapprocher du service commercial de Gabon Première à des prix imbattables. Et c'est sur Gabon Première. Et pour l'instant, nous sommes sur Au Féminin, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la femme de mon père, maman ou marâtre. Nous avons suivi 2 exposés, Madame Linda Bongo, une belle-mère qui a fait des choses dans la bonne foi. Et Madame Benga qui nous a présenté des témoignages où on est allé regarder et apparemment c'est la belle-mère qui sera à l'origine d'eux, encore que scientifiquement parlant, je ne sais pas comment on peut le prouver. Que dit la loi dans de tels cas? Vous en tant que magistrat, est-ce que ce sont des cas que vous avez déjà vécus et que vous leur dites souvent dans de telles occasions? Tout à fait. La chambre matrimoniale, la chambre de la famille, fait les pensions alimentaires, les gardes juridiques et les divorces. C'est-à-dire que dès qu'il y a séparation, qu'il y ait eu mariage ou pas, on réglemente le droit de visite et d'hébergement. C'est-à-dire que dans son cas à elle, si l'enfant vivait avec eux, la mère avait droit à 2 week-ends dans le mois, la moitié des petites et de grandes vacances. Ça, c'est le code civil, première partie, qui le dit. Mais dans le code de l'enfant aussi, l'enfant a des droits. Moi, généralement, quand j'ai ce cas de figure que l'enfant a sa mère et elle va vivre chez le père qui a une femme, moi, je fais asseoir les 4 couples. Ça veut dire l'ami de la mère biologique ou son mari, le mari biologique, le père biologique et sa compagne. Je fais une réunion pour les 4 et je leur explique bien. Parce que chacun a sa manière d'éduquer son enfant. Il y a des parents qui ne veulent pas, par exemple, que si mon enfant commet une bêtise, tu la frappes. J'ai eu beaucoup de cas où le beau-père avait voulu corriger l'enfant. L'enfant va dire à son père que oui, le mari de maman m'a giflé, donc le père là-bas pense que oui, tu maltraites mon enfant, donc ça vient dans mon bureau. Donc pour éviter tout ça, avant de réglementer le droit de visite et d'hébergement, je réunis les 4 membres et chacun parle librement de ce qu'il veut et de ce qu'il ne veut pas, pour qu'il y ait un libre échange. Et pendant qu'ils discutent, j'essaie de voir qui est réceptif et qui ne l'est pas. Et là, on apprend beaucoup de choses. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'appréhension. Hein. Ah, l'enfant de la femme là va venir. Ah, moi, je ne veux pas. Je veux que l'enfant reste avec moi toute l'année et qu'elle n'aille chez sa mère que pendant les vacances pour être sûre que les va-et-vient là ne vont pas perturber. Ah non, moi aussi, je dois quand même voir mon enfant pendant l'année scolaire. Vous pouvez m'occuper de mon enfant pendant toute l'année scolaire et tout, et tout, et tout. Donc, on réglemente. Quand l'enfant sort à 17h, qui vient le chercher? À quelle heure? Parce que même les petites choses là, ça crée les problèmes. Oui, je t'ai appelé à 17h, tu m'as dit que l'enfant n'était pas encore prêt. Après, quand tu as envoyé le sac, il montait la crème, il manquait la pâte dentifrice. Je réunis le père, la conjointe, la mère et son conjoint généralement. Puisque l'enfant, pour moi, c'est son intérêt supérieur qui prime. Il faut que l'enfant puisse se sentir bien dans les 2 familles quand il navigue. Donc, pour éviter tout malentendu, pour éviter tout tiraillement, moi, je convoque tout le monde pour qu'on s'assied. On discute sereinement de comment ça va se passer et ça me permet de voir qui est réfractaire à la présence de l'enfant dans sa maison. Vous avez tout de suite parfois, à des moments vous sentez que la mère biologique ne veut pas confier son enfant à la nouvelle compagne du père de son enfant. Parfois c'est de la jalousie, parfois la compagne est à l'origine de la séparation entre la mère de l'enfant et le père de l'enfant, donc il y a encore ce ressentiment-là. J'ai même eu un cas où c'était même pas la mère biologique, c'était la grand-mère. La mère était morte et le père voulait l'enfant et la mère disait « mais ma fille est morte à cause de ta femme ».
jamais je vais te remettre l'enfant. Je dis, madame, mais vous ne pouvez pas décider ça. La loi est claire, le père a 50% de droit. Il a le droit de voir son enfant. Du moment que son nom figure sur l'acte de naissance, il a des droits. Et vous passez après lui dans la hiérarchie familiale. Donc vous ne pouvez pas l'empêcher de voir son enfant, mais c'était à couteau tiré. La mère, elle voulait vraiment se venger et priver le père de la présence de l'enfant, parce que dans sa tête, l'enfant allait vivre avec celle qui avait tué sa fille. Alors que le père, il avait des droits, il a le droit de voir son enfant. Comme toujours, et du coup, c'est l'enfant qui est pris en otage. Est-ce que ça voit compte? Tout à fait, tout à fait. La loi dit qu'à partir de 10 ans, l'enfant peut choisir dans quel foyer il peut aller. Mais on ne peut pas aliéner le droit du père de voir son enfant. C'est inaliénable. On ne peut, à part si on se rend compte que dans le foyer, il y a un danger, l'enfant encourt un danger ou l'enfant est maltraité. Et on ne peut pas le dire d'avance. Il faut d'abord que l'enfant vive là-bas, qu'on constate maintenant des maltraitances, qu'on constate aussi, dans mon service, il y a une pédopsychiatre qui est partie même, qui est allée dans un autre centre. Donc moi, je vais profiter pour travailler avec vous après. Donc on fait parfois suivre l'enfant de manière psychologique. Mais c'est ça aussi au féminin. Hein. Oui, on se là connecte maintenant, vous là, avez vraiment du travail. Vous le vivez là en direct. Hein. Parce que c'est rare, Madame Bessala, oui. Les spécialistes pour enfants, c'est très rare. Ah, mais nous aussi, nous sommes auxiliaires de justice, on fait du travail. Si je peux... ça va se poursuivre. Rassurez-vous, Madame Bessala. Elle a déjà réussi à intégrer 34 lauréate. Oui, Madame Linda Bongo les a aidés à trouver du boulot. On vous suit. Hein. Ah, je vois oui, ça. Donc, je suis même surprise que vous ayez cette information. Vous n'êtes que deux, c'est rien pour elle. Oui, Madame Bongo. Donc, dans ce cas de figure, il faut vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de dialogue. Moi, je me rappelle d'une jeune fille qui passait son bac, elle avait 16 ans, elle vivait avec son père et la belle-mère. La belle-mère simulait des crises. Elle simulait des crises et pendant ces crises, son génie disait que la fille avait volé, la fille avait menti et le père punissait systématiquement sa fille. Quand j'ai rencontré l'enfant, elle se rongeait les ongles jusqu'au sang, elle était terne, elle était postrée, c'est-à-dire qu'elle avait même peur de respirer parce que dès qu'elle faisait quelque chose, la belle-mère n'était pas satisfaite. Elle va par exemple laisser passer la journée, dès que le mari arrive, je sens que la bouteille qui avait disparu là. Oh là là. Et donc, quand j'ai dit ça au monsieur, que monsieur arrêtez, comment quelqu'un peut avoir des crises chaque jour, le génie, juste au moment où vous arrivez. Juste au moment où vous arrivez, et toujours le génie ne vient pas parler d'autre chose que de ce que votre enfant a fait dans la maison. Les pères aussi, il faut qu'on profite de l'émission pour le dire, les pères, quand vous avez des enfants, vous avez une femme, on sait que la parenté de l'amour dépasse la parenté du sang. Mais quand même, il y a des hommes qui font semblant de ne pas voir que leurs femmes maltraitent leurs enfants. Ou bien la femme, quand l'enfant n'est pas très bien élevé, l'enfant est instrumentalisé par sa mère à l'extérieur, le père n'arrive pas à jouer le rôle de modérateur entre l'enfant qui est en train de tester la belle-mère et la belle-mère qui essaie d'élever l'enfant, mais qui doit aussi se protéger, elle. C'est pas facile, c'est pourquoi moi je résous ça en les réunissant tous les 4. On peut prendre 3 à 4 heures et beaucoup de choses sortent. Donc, quand ils s'expriment, on discute, on tue ça. Ils s'expriment, on discute, on tue ça. Parce que et vous en arrivez souvent à des résultats probants. Oui, mais généralement, la vraie nature rejaillit. Hein. Voilà. Je me rappelle d'une belle-mère qui aimait beaucoup son enfant, parce que la mère était très loin. Mais une fois que la mère a réussi à rentrer, parce que le père avait pris l'enfant quand il était bébé, il avait éloigné la mère, et la mère avait beaucoup souffert. Et finalement, l'enfant avait grandi avec la femme de son père en pensant que c'était la femme de son père qui était sa maman. Donc finalement, quand la vraie mère finalement a réapparu, elle travaillait, elle avait maintenant un chez elle, elle n'était plus structurée. On était obligé de faire en sorte qu'elle puisse avoir accès à sa fille. La mère adoptive, je peux dire ça, elle a très mal vécu. Oui, maintenant elle a 2 mamans, je ne sens plus que c'est moi la maman, j'ai l'impression que elle a pris ma place. Elle a pris ma place. L'enfant préfère aller maintenant chez elle. Je dis non, l'enfant aime toujours le parent absent. Vous allez... on retient ça, l'enfant aime toujours le parent absent. Il idéalise. Voilà, il ne peut pas oublier. Madame Christelle Bessala, tout à fait.
Je vous vois prendre des notes. Vous avez déniché un emploi là. Exactement. Déjà, merci beaucoup pour cet emploi. Qu'est-ce que vous répondez là? Mais David, Lui sera bénévole. et pour la petite histoire, c'est aussi ça au féminin. Je pense que quand Linda ouvrait, je crois, ce cabinet virtuel, je ne connais plus trop le nom, j'ai postulé pour justement faire du bénévolat parce que justement, c'est un aspect que j'adore beaucoup, le social. Vous avez postulé auprès d'elle pour être bénévole? Non, elle avait quelqu'un qui s'en occupait, qu'on a même eu à parler 2 ou 3 fois, mais finalement, ça n'a pas abouti. Et après, bon, j'ai laissé parce que tellement de choses, voilà. Bref, c'est une parenthèse. Ça marche. Bon. Alors. J'ai tellement relevé beaucoup d'aspects, surtout en tout cas ce qui concerne les 3 cas justement énumérés. On va d'abord commencer par ce qui a été dit en off. Parfois, on a parlé du cas de 2 parents, des parents recomposés, c'est-à-dire qu'un parent où l'enfant, justement, qui va appeler l'autre marâtre, se retrouve et que l'autre n'a pas encore de conjoint. Et tout à l'heure, c'était dit que l'autre parent a de l'amour encore pour le parent. Quelquefois pas. Parce que je pense que le plus souvent, l'important, c'est de pouvoir d'abord connaître l'histoire en même temps de la famille et de l'individu. Parce que c'est les intentions qui nous orientent dans la manifestation de nos comportements. Qu'est-ce que nous avons comme système de pensée? Qu'est-ce que nous pensons en fait de la famille? Qu'est-ce qu'ils ont créé les deux? Le comète mortel a cette facilité de pouvoir juger en fonction de ce qu'ils ont. Par exemple, si je prends un cas, à l'instar d'être spécialiste, ce que je vis, si quelqu'un me renvoie une situation, je dirais que cette situation est en fonction de ce que je connais. Alors que pas forcément. Parce qu'il y a des situations où des gens souvent ne maîtrisent pas en fait le fond, le pourquoi d'abord de détachement, et c'est ce qui crée justement des complications. On revient à la thématique mère ou marâtre. Moi, au départ, j'ai bien dit ceci, que moi, je pouvais appeler ces dames marâtres. Pourquoi? On ne peut pas dire de ma mère que c'est la femme de mon père. Seulement, dans la genèse de l'histoire, la femme de mon père devient quelqu'un d'inconnu. Donc, elle doit arracher, elle doit faire des efforts, des actions qui vont permettre qu'elle devienne ma mère. Parce que ma mère a fait beaucoup d'actions pour me mettre au monde. Elle m'a conçue, elle m'a élevée, elle m'a élevée peut-être intra-utérine, elle m'a poussée, elle est devenue ma mère directement par la nature. Donc, la femme de ma mère ne devient pas ma mère automatiquement parce qu'elle devient la femme de mon père. Ça, il faut vraiment faire comprendre ça aux gens. C'est important de pouvoir emmener l'enfant à pouvoir l'aimer. Et c'est ce qui va permettre que la construction, justement, de cette acceptation arrive. Et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par d'abord la personnalité de l'enfant. À quel âge aussi, justement, tout s'est fait? Dans quelles conditions il y a eu séparation? Parce que le cas de Maman Benga est très bien spécifique. Pas la prise en charge, l'acceptation s'est fait facilement parce que la mère n'existait plus. Donc on a voulu une projection. Donc l'autre est arrivé, le plus souvent c'est le sourire. Elle a su justement donner ce qu'il fallait aux enfants et l'acceptation s'est faite. Mais quand il y a rupture, comment la rupture s'est faite? Tous ces aspects, les enfants pâtissent. Parfois, le plus souvent, quand il y a rupture, c'est qu'il y a eu désagrément, il y a eu manque de communication, il n'y a pas eu de... Les facteurs extérieurs. Exactement. Extérieurs. Donc ce qui fait que les enfants ont hérité également de cet aspect, parce que c'est un aspect qu'il ne faut souvent pas exclure. Une fois qu'on revient dans une construction qui est nouvelle, parce que le père, justement, la nouvelle femme, vont pouvoir reconstruire quelque chose de bien. Mais l'enfant a hérité de ces émotions qui ont été néfastes quand il a évolué dans cet environnement-là. Donc, de prime abord, pour celle qui vient, c'est de pouvoir enlever l'héritage émotionnel que l'enfant a reçu. Le plus souvent, on ne tient pas compte de ça. On veut simplement commencer par donner de l'amour. Or, on donne de l'amour comment? D'où en fait l'important justement que quand il y a rupture, c'est comme je dis dans toute rupture, que ce soit amoureuse, que ce soit en termes de famille, que ce soit en termes de deuil, c'est important de pouvoir consulter un spécialiste qui va justement vous aider à pouvoir réguler votre système de pensée. On n'a pas ces habitudes ici en Afrique. Hein. C'est pour ça justement que Au Féminin existe pour pouvoir justement édifier la population. C'est très important parce que facilement, le monsieur ou encore, pas le monsieur, on parle particulièrement de la dame, quand elle arrive, le père impose aux enfants de dire « c'est maman ». Alors, on a relevé un cas. Soit parfois c'est celle qui était à l'extérieur, qui était à l'origine en fait de la séparation, soit pas du tout. Lorsqu'il fait justement, ce n'était pas à l'origine ou pas, les enfants, eux, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils réalisent seulement que maman n'est plus. Et maman, si justement il y a cet aspect d'amour encore qui existe justement chez le père ou pas, parce qu'il y a aussi une forme de vengeance. Comme il m'a fait mal, moi aussi en retour, je vais le lui faire. Et justement, les enfants servent de canevas. On va utiliser, on va instrumentaliser les enfants. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils ne recherchent que de l'amour. Et quand justement la maman est là pour donner de l'amour. Parfois un semblant d'amour, parfois même les mamans n'aiment pas les enfants là. Juste parce que c'est le père.
c'est le père, en fait, c'est le monsieur avec qui se sont séparés qui est le père. Maintenant, on va jouer avec ses émotions parce que l'enfant, elle sait que c'est sa mère, elle va accorder le bénéfice du doute et ça va justement créer tout ce qu'on a pu relever, ce qui est néfaste. Depuis le début, je sens que juste une émission, ce ne serait pas suffisant pour édifier Exactement. ceux qui sont à la maison. C'est un sujet très subtil. C'est très subtil qui est vraiment Et vous faites bien de prendre la parole, Madame Linda Bongo, parce qu'il y a un an, je sais que vous avez entrepris une campagne de sensibilisation sur le code de l'enfant. Et encore méconnu du grand public. Oui. Et si vous nous édifiez vraiment très succinctement, sachant que il y a des choses peut-être aussi que les gens découvrent à la maison. Vous avez pris un cas, peut-être même avant le mariage, il serait bien ces familles recomposées, parfois de consulter aussi comment faire, ou les psychologues, les hommes et femmes de loi, parce qu'il ne faut pas attendre qu'un litige survienne pour aller consulter. Ce code de l'enfant dit quoi? Mais le code de l'enfant, en fait, il régit les enfants qui peuvent être en contact ou en conflit avec la loi. C'est la loi 003/2019 qui promulgue ce code de l'enfant. On le trouve à la Maison de la Presse, on le trouve à Hebdo Info aussi, j'ai une bonne mémoire. C'est-à-dire que quand un enfant est en contact avec la loi, c'est quand les parents se séparent. Au moment où il faut faire une garde juridique, au moment où il faut faire la pension alimentaire. Parce qu'au moment d'établir qui va garder l'enfant, on doit faire des visites à domicile, voir lequel des deux parents est plus apte à garder l'enfant. Donc parfois le tribunal nous envoie une ordonnance d'enquête sociale pour que mes agents puissent aller sur le terrain, aller chez le père, voir le domicile, interroger les riverains pour voir comment ça se passe. Ensuite, on va chez la mère, on fait la même chose et avec les photos, avec les témoignages, avec le profil psychologique des deux, on décide. Nous, agents sociaux, enfin moi, directrice d'affaires sociales, on décide avec tout ce que mes agents apportent, lequel des parents est plus apte. Et puis on voit aussi le côté économique aussi. Parce qu'on a parfois des moments, tu n'as pas de salaire, tu ne vis pas bien, tu squattes chez une amie, mais tu veux impérativement garder ton enfant. Ce n'est pas possible. Donc on privilégie le bien-être de l'enfant. Oui, l'enfant est roi. Le code de l'enfant nous dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui nous dirige, qui prime. Même si l'un des parents semble aimer le plus l'enfant, moi je veux regarder là où l'enfant sera le mieux suivi, le mieux éduqué. J'ai déjà rencontré des parents qui aiment beaucoup l'enfant, mais chez eux, l'enfant travaille très mal. Alors que chez le parent qui est plus sévère, même si l'enfant ne veut pas aller chez le parent le plus sévère, là-bas, il a des meilleures notes. Je vais privilégier le parent qui structure discipline de vie. Parce qu'il faut que l'enfant devienne un citoyen sûr de lui. Donc ça, c'est des enfants en contact avec la loi. Mais il y a des enfants aussi qui sont en conflit avec la loi. Les mineurs qui commettent des délits, qui commettent des infractions, qui commettent des crimes. Et ce code de l'enfant là aussi régit cela. Ce code de l'enfant aussi nous dit quels sont les droits de l'enfant. Par exemple, le code de l'enfant nous dit que le droit à l'éducation est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Donc quand je circule parfois dans la rue et que je vois qu'un enfant n'est pas scolarisé alors qu'il en âge de l'être, le code me donne le droit, le pouvoir de récupérer cet enfant, de le mettre dans un centre d'accueil jusqu'à ce que les parents l'inscrivent avant que je le leur remette. Je suis sûre qu'on reviendra vers vous parce que c'est vraiment très édifiant. Il y a beaucoup de pans, mais ce qui nous intéresse ici, je sais que vous avez déjà répondu, quand même là-dedans, il est important que lorsque ça ne marche plus au sein d'un couple, il faut privilégier l'intérêt des enfants et supérieurs. Et la loi 006/2021, il faut absolument que je le dise, a mis une circonstance aggravante quand des violences sont faites en présence d'enfants mineurs. Ça veut dire que les hommes qui battent leurs femmes devant les enfants là, vous risquez le double d'un homme violent. Ça veut dire que vous risquez pas 5 ans mais 10 ans, pas 5 millions d'amendes mais 10 millions. On va en reparler. Ah oui, mais aujourd'hui, on s'intéresse à la belle-mère. Madame Benga Bengande, vous faites souvent référence à 2 cas. Les enfants du mari qui sont méchants envers leur belle-mère et des enfants qui, pour honorer leur père, vous en avez connu un cas, ont pris soin jusqu'au dernier jour de la mauvaise belle-mère. Mais nos us et coutumes sont aussi source de droit. Ne pensez pas que, comme eux, ils ont structuré et que nous, qui avions des confréries masculines et féminines, autrefois où on n'était jamais surpris dans le présent. Parce que lorsqu'il y avait une nouvelle situation dans la famille, la confrérie féminine conseillait, parce que c'est une nouvelle donnée,
Hein, c'est une nouvelle donnée que la femme va connaître. Donc la confrérie féminine, avec leurs expériences, canalisait la femme qui va recevoir l'enfant de son mari à la maison. Donc les choses n'étaient pas faites au hasard. Et beaucoup de ces accidents-là n'avaient même pas lieu. Parce que les choses étaient canalisées. Hein, on reprimait l'enfant qui ne respecte pas sa belle-mère. Autant aussi, lorsque la belle-mère exagère, elle était aussi passée aussi au tribunal coutumier. Parce que, qu'est-ce qu'on dit en Afrique? L'enfant n'est pas de celui qui l'a mis au monde, mais de celui qui l'a élevé. Donc, la femme de mon père aura toujours le salaire de m'avoir élevé. Donc, c'est une dette. On dit ça à l'enfant, que la nourriture que vous mangez, les nuits où on ne laisse pas les portes fermées, elle est obligée de se lever pour savoir si vous êtes malade et tout ça. Tout cela doit être remboursé. À partir de ce moment, les enfants tiennent. Or, il n'y a pas eu jumelage entre le droit qui nous est venu d'ailleurs et ce que nous-mêmes, nous avions assimilé depuis des millénaires. Hein? Donc aujourd'hui, s'il y a les délinquances, parce qu'il n'y a pas complémentarité, il y a aussi des vides juridiques chez eux. Ouais. Parce que les enfants, la mère a le... Comment dire? S'il gère bien son mari, parce que la vie, c'est le rapport de force, et physique et spirituel. Ah oui, vous n'avez pas... On le retient. Oui, oui. Priska Nyungu, très rapidement, parce qu'on n'arrête pas de me faire signe aussi. Non, j'ai envie de vous demander, vous venez de suivre des exposés des femmes de loi, des exposés de la psychologue. Vous êtes notre cas de l'émission, vous avez élevé la fille de votre mari et à un moment vous avez déchanté. Oui. Si c'était à refaire au regard de tout ce qui vient d'être dit, referiez-vous la même chose ou alors si vous étiez donné de changer la donne, ce serait quoi? Moi je crois que si c'était à refaire, je dirais oui parce que j'ai un cœur de maman, parce qu'avec le temps, l'enfant grandit, avec le temps l'enfant finit par comprendre que maman, donc ma maman, avait réalisé un dessin qui avait de mauvaises couleurs sur la femme de papa. Avec le temps, l'enfant grandit et après, c'est le même enfant qui revient vers la femme du père pour dire, écoute maman, vraiment, maman m'avait vraiment instrumentalisé, mais je te demande pardon. J'étais encore jeune et puis avec un cœur de maman, avec un cœur d'épouse aimante, vous acceptez l'enfant. L'enfant est innocent. L'enfant est innocent. Voilà, l'enfant est innocent. Nous ne sommes pas innocents, nous sommes toutes des mamans. Je vous prépare déjà notre dernier tour de table et ça c'est des conseils pratiques directs. On a eu des cas qui nous ont été présentés. Vous allez dire un mot de fin, vraiment en 30 secondes chacune. Et on passe d'abord le jingle et la parole vous sera donnée juste après. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin avec mes invités du jour qui vont maintenant vous donner des conseils pratiques conformément à la thématique du jour, la femme de mon père, maman ou marâtre. Priska Aleka, épouse Nyungu. Mais la femme de mon père, maman ou marâtre, je voudrais m'adresser aux ex de nos époux, je me permets de dire ça, que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des sœurs, nous sommes appelés à nous voir, même si nous ne partagerons pas la même assiette, mais à cause de l'enfant, nous sommes appelés à nous voir. Donc, essayez, entre guillemets, d'apprendre à vos enfants très gentiment, de dire aux enfants que la femme de papa, c'est maman. Il y a un moment donné dans son processus de vie, l'on appelle le complexe d'Oedipe. Et vous allez peut-être remarquer quelquefois l'enfant du sexe opposé va pouvoir détester même parfois le vrai père, même parfois la vraie mère. C'est-à-dire, si c'est le garçon, il va détester son père et si c'est la fille, il va détester son père. Donc c'est réciproque aussi dans les familles recomposées. Donc à ce niveau, vu que c'est un développement naturel où les adultes ont besoin justement de montrer le droit chemin aux enfants, sachez que nous sommes là pour pouvoir justement plus tard avoir de très bons citoyens. Par conséquent, apprenons en donnant pleinement de l'amour à ces derniers pour que justement ces personnes soient des véritables citoyens que la société aurait bien voulu avoir. Et c'est la société qui gagne. Linda Bongo Ndimba, vous ne me direz pas le contraire.
Le problème, c'est qu'on ne doit pas faire partir l'enfant de vos disputes d'adultes. Ne punissez pas l'enfant parce que vous, adultes, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous respecter. L'enfant n'a pas à être au courant, l'enfant n'a pas à être pris en mêlé otage. à vous. Donc on retient communication pour le bien-être de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Madame Benga Bengon. Notre vie communautaire d'avant n'a jamais admis un défaut de qui que ce soit. L'individu n'existe pas. C'est l'intérêt général. C'est pour cela que l'éducation était permanente dans tout et en tout. Ce n'est pas parce qu'on est adulte, ou même à mon âge, j'ai besoin d'éducation. Donc, cette plateforme-là qui manque à nos pays, c'est-à-dire recréer les conditions d'éducation permanente qui partent depuis la femme enceinte jusqu'à ce qu'on enterre, parce que c'est toujours les épreuves qui demandent l'éducation. Or, qu'est-ce qu'on a fait? Nous n'avons pas mis ce qui existait avant dans nos sociétés dites modernes. Et les individualités fait que n'importe qui tire n'importe quoi. Revenons aux sources. Aux fondamentaux, vous le dites souvent. Et nous, on aura essayé de vous édifier au travers de ces cinquantaines de minutes sur le thème « La femme de mon père, maman ou marâtre ». Nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que nous avons été amplement édifiés sur la question. Je sais que vous continuez à échanger là-dessus à la maison. Et si vous voulez qu'on revienne sur un aspect précis, n'hésitez pas à nous écrire en envoyant sur les réseaux sociaux de Gabon Télévision. On va s'y atteler parce que nous sommes là pour vous. Merci au Nomo Hotel qui nous accueille toujours avec beaucoup d'entrain. Merci à toute mon équipe de technique magnifique qui est toujours là au rendez-vous. Et merci encore à vous à la maison de m'avoir accepté chez vous. Je vous dis à 15 jours, mais ça, ce sera avec une autre histoire. Bonsoir.